Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 20 janvier 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les populations de Chinagodor et alentour dans une situation difficile. Elles ont été sommées de quitter leur zone d'habitation par des groupes terroristes armés opérant dans le nord malien. Plusieurs milliers de personnes sont concernées par cette sommation. Des réfugiés et des déplacés qui ont besoin de presque tout, alerta le Haut Commissariat aux réfugiés ACR. Précision dans cet élément. Elles sont estimées à plus de 7000 personnes, parmi lesquelles des réfugiés maliens qui ont décidé de quitter leurs habitations du fait de la détérioration de la situation sécuritaire tout au long de la frontière nigéro-malienne, notamment après l'attaque de Chinagodor le 9 janvier dernier qui a fait 89 morts dans les rangs des militaires nigériens. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés ACR, les témoignages recueillis mentionnent des populations civiles craignant pour leur vie après un ultimatum de groupes armés terroristes. Elles sont cibles d'attaques, d'enlèvements ou d'assassinats et leurs biens sont appropriés par ces groupes armés. Forcés à quitter dans un bref délai de leur fuite, les réfugiés et les déplacés n'ont pas pu prendre que ce qu'ils portent sur eux, laissant leurs maisons et leurs biens. Ces personnes vulnérables ont désespérément besoin d'eau, de nourriture, d'abri et de sanitaire. Elles ont également besoin de la protection et de la sécurité, indique le ACR. Cette structure précise aussi qu'environ 5000 personnes ont fui vers la ville de Banu-Bangou et Walam, où 7326 Maliens sont déjà réfugiés. Cette situation des réfugiés et déplacés de Chinagodor dans la région de Tillabéri est au cœur des préoccupations des organisations de défense des droits de l'homme qui s'inquiètent notamment sur leur sort. C'est le cas du collectif des organisations pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, dont je propose de suivre son coordinateur Kani Abdoulaye. Le HCR annonce environ 7000 personnes, et sur les 7000 personnes, un millier de réfugiés du Mali. Je pense que c'est un défi de plus pour le gouvernement de la République du Niger. Parce que, vous savez, lorsqu'il y a déplacement de population, il y a toujours des conséquences. Parce que lorsque des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards se déplacent, ils laissent toujours derrière eux un village, ils laissent derrière eux tout ce qui est richesse, derrière eux, tout. Il reste derrière eux en un mot tout. Je pense que c'est un défi de plus pour les autorités de la République du Niger. C'est vrai que le Niger est parti à la convention de l'Union africaine, dite convention de Kampala, qui demande aux États africains qui sont États partis apporter assistance et protection aux personnes déplacées. Et j'ose espérer que dans le cadre de cette convention, le gouvernement de la République du Niger va effectivement porter assistance à ces déplacés et les protéger. Parce que déjà, c'est dans le cadre de cette convention que le Niger avait accueilli effectivement les populations qui étaient venues du Mali. Et cette fois-ci, c'est ces propres populations qui se déplacent. Et je pense qu'il n'y a pas un qualificatif pour qualifier cette attaque dont les conséquences étaient effectivement les déplacements des personnes. C'est des villages entiers qui se sont vidés et je pense que c'est ce que l'ennemi cherche, parce que l'ennemi cherche là où c'est niché, où faire place, où occuper. Et je pense que, comme je l'ai déjà dit, c'est un défi de plus pour le gouvernement de la République du Niger qui doit prendre toutes les mesures possibles afin de faire régner la quiétude effectivement autour de cette zone de Chinagodor pour que ces populations puissent revenir à leur emplacement, d'origine. Restons dans la région de Tillabéri où la dégradation de la situation sécuritaire a amené la Commission électorale nationale indépendante CENI à travers un arrêté numéro 073-P-CENI portant suspension de l'enrôlement biométrique dans l'ère 5 de la région de Tillabéri.
Cette décision concerne 8 communes de cette région, à savoir Abala, Tondikiwindi, Makolondi, Torodi, Goroual, Inates, Banubongu et Djagourou. Les opérations d'enlèvement dans l'ère 5 seront reprises dès que les circonstances le permettront, indique la commission électorale indépendante CENI. Toujours parlons de cette opération d'enlèvement biométrique et c'est pour nous rendre à Maradi où le MNSD Nassara section département de Dakoro s'est penché sur cette question le week-end dernier. C'était au cours des meetings avec les militants du parti. Cette rencontre fait suite à des rumeurs d'enrôlement de plusieurs militants de cette localité pour le compte d'une autre région, alors que celui de Maradi est prévu démarrer dans les prochains jours. Précision dans ce reportage de nos confrères de Dounia Maradi. Cette démonstration de force du Baobab des partis politiques nigériens, entendez par là le Mouvement national pour la société de développement, le MNSD Nassara, s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de mobilisation et de sensibilisation des militantes et militants du département de Dakoro sur la signification et surtout sur l'importance de l'enrôlement biométrique. Un meeting politique de sensibilisation initié particulièrement à l'endroit des femmes de la commune urbaine de Dakoro, rendu possible grâce à la détermination, l'engagement et le dynamisme de M. Moussa Mamandouti, une personnalité influente du département qui occupe actuellement le poste de secrétaire général de la coordination départementale MNSD Nassara de Dakoro. On organise cette rencontre politique autour de 2 points. Vous savez, récemment, notre département a été ébranlé par un problème au niveau de l'enrôlement où certains individus malins ont cru devoir faire les choses de manière anormale en prenant des résidents de Dakoro, des habitants de Dakoro pour les amener et les enrôler dans la zone de Tawa. Donc nous avons tenu à nous réunir, à discuter et à envisager les solutions idoines par rapport à ce genre de problème. Le deuxième aspect qu'on a abordé, c'est par rapport à l'enrôlement biométrique. Nous avons expliqué à nos populations comment se faire enrôler, les risques qu'on encourt si on n'est pas enrôlé, quelles sont les dispositions à prendre à l'avance pour qu'au jour J, c'est-à-dire dans 2 mois, quand ça viendra au niveau de la zone 2, pour qu'ils soient fin prêts pour faire face à cette épreuve. On a tablé surtout sur l'électorat féminin. L'ensemble de nos comités de base qui sont autour de 1043 ont été représentés à la réunion. Et vous imaginez l'effet que ça produira quand ils repartiront dans leurs villages respectifs. Ils se feront le devoir de répercuter ce qu'ils ont appris ici. Donc je pense que les objectifs ont été atteints à 100%. Permettre à l'ensemble des militants présents au meeting de comprendre les enjeux liés à l'enrôlement biométrique. Tous les représentants des structures départementales du parti et plusieurs autres grands invités qui ont honoré de leur présence ce grand meeting ont pris tour à tour la parole pour expliquer que se faire enrôler est non seulement un droit, mais aussi et surtout un devoir citoyen. Déjà, on a mené une campagne, auparavant il y a 5-6 mois déjà, nous on a fini. Et les extraits d'actes de naissance, les jugements supplétifs, ça c'est déjà passé. Maintenant, on opte pour
et l'enregistrement biométrique au niveau des différents, comment on appelle ça, bureaux. Ici au niveau de Dakoro, de la commune urbaine de Dakoro, on compte 47 bureaux d'enrôlement biométrique. Donc là, on a responsabilisé des femmes, des hommes qui vont aller sensibiliser les gens à venir se faire enregistrer. Avec cette vaste opération d'information et de sensibilisation sur l'enrôlement biométrique, le MNSD Nassara, section de Dakoro, se prépare pour la conquête du pouvoir à travers les urnes en 2021 en mettant tout simplement au pas ses militantes et militants. La liberté d'expression et le droit à la manifestation sont de plus en plus bafoués au Niger par les autorités de la 7e République, pourtant des choses cadrées par la Constitution du Niger. Justement, qu'est dit cette Constitution sur la liberté d'expression et le droit à la manifestation? Explication avec le constitutionnaliste Dr Boubacar Amadou Hassan dans ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi. Rien ne va plus dans notre pays en ce qui concerne l'observance de la liberté d'expression et celle de manifestation. La réalité est là. À plusieurs reprises, les autorités ont interdit des manifestations prévues par les acteurs de la société civile. Le comble du musellement a été atteint lorsque les ressortissants de la région de Tillabéri se sont vus interdire l'accès à la maison des jeunes et de la culture Diadou Sékou en vue de réfléchir sur la situation sécuritaire, somme toute catastrophique dans leur zone. Aussi convient-il de savoir ce que dit notre loi fondamentale relativement à la liberté d'expression et de manifester. Ce qu'il faut rappeler, effectivement, dès les préambules de la Constitution, la République du Niger quand même a affirmé que c'est un état de droit qui garantit l'exercice de droits collectifs et individuels. Donc la liberté, la justice et tout ce qui s'ensuit avant de retrouver justement dans le corps même de la Constitution, notamment à l'article 30 qui reconnaît justement la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, même si cet article à son alinéa 2 justement relève que ces droits doivent être exercés dans le respect de l'ordre public, de la paix sociale et de l'unité nationale. Pour ce qui concerne la liberté de manifestation, c'est régi par les dispositions de l'article 32 de la Constitution qui dit clairement que l'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, la liberté de cortège, la liberté de manifestation dans les conditions définies par la loi. Pour le constitutionnaliste Hassan Boubacar, face au refus des autorités à permettre aux populations de manifester, il est judicieux d'introduire des contestations au niveau des juridictions compétentes. Pour ce qui est des organisateurs également, il faut qu'il y ait une jurisprudence. Tout à l'heure, j'ai relevé l'arrêt Benjamin qui est un arrêt de principe dans le cadre de l'exercice de ce genre de liberté, la liberté de réunion, de manifestation. Je pense qu'il faut que ce genre d'interdiction puisse faire l'objet justement de la saisine du juge qui doit vraiment apprécier justement la légalité ou non de ce genre de mesures qui sont toutes, en tout cas au regard de la jurisprudence bien établie, sont illégales puisqu'elles ont un caractère général et absolu. Selon toujours le constitutionnaliste Hassan Boubacar, les autorités ont le devoir de revoir leur façon d'encadrer les manifestations. Donc je pense qu'aujourd'hui, si dans d'autres localités où l'état d'urgence est en vigueur, ça peut se comprendre justement pour des questions de sécurité et tout ce qui s'ensuit. Pour ce qui concerne quand même la capitale et d'autres régions où l'état d'urgence n'est pas en vigueur, je pense que l'autorité de police ne doit pas de façon absolue et systématique interdire les manifestations. Elle a l'obligation de prendre toutes les dispositions et pour déployer les forces de l'ordre nécessaires en vue d'encadrer cette manifestation sans pour autant l'interdire. Comme je l'ai dit, en cette matière, c'est la liberté qui est la règle et la restriction de police qui est l'exception. Donc je pense que c'est un peu cela et on a vu sur d'autres cieux. Vous voyez, il y a la semaine passée, je crois qu'à Bamako, il y a eu une marche en tout cas qui a mobilisé des milliers et des milliers de Maliens qui ont manifesté pour leur dire leur mécontentement et par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau du Mali et un peu de la sous-région. En tout état de cause, l'esprit démocratique commande aux autorités de repenser leur attitude à l'endroit de la liberté d'expression et de manifester, car on peut empêcher un temps au peuple de manifester son mécontentement face à une situation donnée, mais on ne peut pas opprimer le peuple en permanence.
Les enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur des universités publiques du Niger ont entamé une grève d'un mois à compter de ce lundi 20 janvier 2020 sur l'ensemble du territoire national. Un arrêt de travail pour exiger le paiement des indemnités et autres primes liées à l'encadrement. De leur côté, les étudiants, qui sont les principales victimes, demandent aux autorités de trouver une solution à cette situation. C'est dans ce reportage signé Abdrazak Hamidou Léo et Halidou Bourema. Après l'expiration du préavis de grève de 48 heures déposé le 16 janvier 2020 et qu'aucune négociation n'a été ouverte conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 96/009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d'exercice du droit de grève des agents de l'État et des collectivités territoriales, le BENSNEX vient de lancer un nouveau mot d'ordre, cette fois-ci d'un mois. Mot d'ordre qui prend effet ce lundi 20 janvier 2020 jusqu'au 19 février 2020. La crise qui n'est pas encore soldée remonte à la remise en cause du processus électoral à l'université d'Andekoudou de Maradi en 2018. Nous sommes au 17e dépôt du mot d'ordre de grève. Et ça, c'est la conséquence directe du refus catégorique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de respecter les termes du protocole d'accord, de respecter ses propres engagements. Puisque tout le monde était témoin oculaire, c'est devant l'opinion nationale que conjointement, nous avons signé un protocole d'accord le 23 mai 2019, où chacune des parties a pris un engagement qu'elle doit accomplir au plus tard le 31 août 2019. En ce qui concerne le SNEX, nous avons pris comme engagement phare le sauvetage de l'année 2019, ce que nous avons réussi. Ensuite, nous avons accepté la vulgarisation de la charte d'éthique et de déontologie. Ça aussi, du 14 au 24 décembre passé, nous avons sillonné toutes les universités publiques du Niger pour vulgariser la charte d'éthique et de déontologie. De notre côté, nous sommes acquittés de notre engagement pris devant l'opinion nationale et internationale le 23 mai 2010, ce qui est le contraire du ministère du tutelle. Le BENSNEX réclame notamment l'amendement de la loi 2019-05 du 6 mai 2019 en vue de la restauration des acquis démocratiques conformément à la Constitution et aux traditions universitaires consacrant l'autonomie et les libertés académiques, le règlement de tous les droits statutaires des enseignants-chercheurs et chercheurs dans les universités publiques du Niger en souffrance depuis 2016. En cas de non-satisfaction, le BENSNEX se réserve le droit de reconduire le présent mot d'ordre. Nous avons souligné que ce mot d'ordre, en cas de non-satisfaction, sera reconductible. Et je pense que nous n'allons pas à ce niveau, puisque à travers ce mot d'ordre, c'est tout simplement une interpellation du ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'il respecte l'engagement qu'il a pris devant l'opinion nationale et internationale le 23 mai 2019, où il a accepté le principe de l'ouverture des pourparlers autour de tous les points de réforme, y compris ceux qui sont déjà engagés. Or, parmi les points qui sont engagés, c'est un seul. C'est la loi votée le 18 avril 2018 qui consacre la nomination de recteur en remettant en cause notre droit électif consacré par les différents textes. Ils ne sont pas d'accord que la perte de cet acquis est démocratique. Du côté des étudiants, c'est une nouvelle qui est accueillie avec tristesse. Ce mot d'ordre, c'est pour nous retarder de plus de l'année encore. Parce que l'année passée, ce genre de choses a été fait. Donc, ça nous a beaucoup retardé. Si les enseignants-chercheurs ont des arrêts de salaire, leur grève est licite, et que nous, en tant qu'étudiants, nous sommes prêts à leur emboîter les pas jusqu'à ce que le gouvernement puisse satisfaire les réclamations des enseignants-chercheurs. Dans le cas contraire, s'il s'agit d'autres indemnités ou primes, là je demanderai aux membres du bureau exécutif du BENSNEX de lever immédiatement le mot d'ordre de grève, afin que nous étudiants nous puissions bénéficier d'une formation de qualité.
Le BASNEX invite tous ses militantes et militants à rester unis, vigilants et mobilisés pour balayer toutes les velléités de politisation des universités publiques du Niger. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler du football féminin avec les équipes nationales dames U17 et U23 du Niger qui affluent leurs armes en prélude aux échéances continentales. Le week-end dernier, elles ont livré des matchs amicaux ici à Niamey contre les équipes cadettes et seniors de l'association sportive de Galaxy de Parakou, au Bénin. Le résumé avec Ibrahim Tikiré et Aboubakar Soleil. Sur l'invitation de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, les équipes dames, cadettes et seniors de l'AS Galaxy de Parakou au Bénin ont effectué un séjour à Niamey. Un séjour au cours duquel elles ont livré des matchs amicaux contre les équipes nationales dames U17 et U23 du Niger. Pour le signe de la redynamisation du secteur féminin, nous avons d'abord entrepris la mise en place, nous avons d'abord inscrit nos formations féminines à des compétitions internationales. C'est une première au Niger, des U17 féminines, des cadettes qui participent aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce que nous avons fait, on a joué un match aller à Monrovia contre le Libéria. Et le match retour aura lieu le dimanche 26 janvier prochain. C'est une première au Niger et nous avons tenu à ce que justement les cadettes participent à ces éliminatoires de Coupe du Monde. À part cela, nos A, c'est-à-dire notre équipe première féminine, elle va jouer les éliminatoires de la CAN 2020. Ça aussi c'est une première. Donc nous pensons qu'il est temps quand même de permettre au football féminin de redécoller véritablement. C'est le dialogue. Lorsque vous arrivez à dialoguer, vous liez un partenariat avec ses parents, vous leur donnez la confiance. Il n'y a pas de raison à ce que les parents aussi ne vous donnent cette confiance en retour. Parce que ce n'est pas seulement le football qui réunit ces filles, mais aussi la vie sociale. Lorsque vous prenez ces filles, par exemple, cette année, on a présenté 10 candidates au BPC, c'est 100%. Nous avons présenté 6 au bac, c'est 100%. Donc AS Galaxy, ce n'est pas seulement une équipe, mais c'est une famille. C'est une institution, j'allais dire. Nous essayons d'éduquer les filles et c'est ce qui fait un peu notre différence. Ce dimanche 18 janvier 2020, deux oppositions. D'abord, le MENA U17 en plan engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde a été battu 2-0 par les footballeuses de Galaxy de la catégorie. Juste après, une belle opposition entre le MENA Dame U23 en orange et l'équipe senior de Galaxy du Bénin. Au finish, 2 buts partout. C'était pas mal, mais ce que j'ai constaté, c'est que comme on les a mis la pression, on a mis le premier but, j'ai vu qu'elles étaient découragées un peu. Donc je les encourage de beaucoup plus travailler. Ça ira. Le football, c'est comme ça. Auparavant, il n'y a pas des équipes féminines au Niger. Vraiment, je suis fière d'être sportive footballeuse. Parce que pour qu'on te reconnaisse, il faut que tu joues. Ouais. Ce fut donc un week-end où le football féminin était à l'honneur avec 3 matchs disputés au stade municipal et au stade général Séné-Kountché de Niamey. Un chantier du développement du football féminin au Niger qui requiert de la patience de la part des supporters et surtout de la persévérance. Pour le moment, vraiment l'esprit compétition, il vient en second plan. Le plus important, c'est de permettre à ces filles de jouer et d'accomplir leurs rêves. Elles ne peuvent s'aguerrir que quand elles vont jouer contre des filles plus grandes qu'elles, plus expérimentées et qui ont déjà un certain vécu. C'est tout à fait normal. Et je pense qu'avec le temps, les nôtres aussi auront l'expérience nécessaire pour... quand elles vont progresser, elles vont évoluer à un moment, je pense qu'on peut... Là, on pourra être exigeant avec elles. Mais là, vraiment, c'est encore très tôt. Il faut plutôt les encourager. Ne pas accorder de l'importance au score. Le plus important, il est vraiment ailleurs. Le plus important, c'est donner un cadre d'épanouissement à ces filles. Après le match amical contre l'AS Galaxy de Parakou, l'équipe nationale U17 Dames accueillera ce dimanche 26 janvier 2019 l'équipe nationale du Libéria de la catégorie. Une rencontre qui rentre dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la zone Afrique Coupe du Monde en 2020. À l'aller, les Libériennes se sont imposées 4-0.
Bonne chance donc à ces deux équipes, Ibrahim Tikiré. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.